Je me souviens d'un temps, celui de mon enfance, où l'on découvrait un film pour la première fois sur ces immenses toiles blanches de nos salles obscures avant de le revoir en VHS, en cassette, en vidéo ou en laserdisc. Autant de choses qui paraissent provenir d'un autre siècle pour la génération actuelle qui découvre un film sur un écran d'ordinateur et le revoit sur le même écran. Difficile d'imaginer qu'il y eut autre chose avant les DVD et les Blu-ray pour les enfants d'aujourd'hui et impossible pour moi de croire que Betamax ou V2000 sont des supports audiovisuels. Le cinéma a évolué avec le temps dans sa production et dans sa consommation, creusant l'écart générationnel. Alors, montons ensemble à bord de la DeLorean et voyageons dans le temps à la découverte du cinéma. Prochain arrêt, les années 50. L'âge d'or du cinéma. On peut dire que les boomers ont de la chance. Marilyn, Jane Mansfield, Audrey Hepburn, blonde ou brune, on peut dire que les actrices vous en mettent plein les yeux. Les actrices, des stars d'une beauté fatale portant parfois tout un film à la force de leur sex appeal. Quel homme ne profiterait pas de ce voyage pour aller jeter un œil indiscret sous la robe de Marilyn durant le tournage de 7 ans de réflexion ? Ce modèle de la femme parfaite qui aujourd'hui n'est plus qu'un cliché de la blonde qui en a plus dans le corsage que dans la tête. Des filles faciles qui ne sont là que pour être la femme ou la maîtresse du héros, la petite touche de comédie ou la demoiselle en détresse. Il est vrai qu'il fait toujours plaisir de voir de jolies femmes à l'écran et c'est sans doute pour cette époque la seule raison de leur présence dans un film. Enfin, la seule, non. Les femmes sont aussi très utiles pour jouer mères et filles des premiers rôles masculins. Encore une chance pour leur dignité que les lois interdisent la diffusion d'images de leurs zones intimes, sauf dans le cadre de films nudistes. Oui, film nudiste. Non, ce n'est pas un film produit par et pour les nudistes, mais avant de parler d'eux, petit point info. Il faut savoir qu'en dehors de ces films au genre insolite, des scènes de nu sont très rares à cette époque. Bah oui, dommage, vous ne verrez pas Marilyn ou Jane dans le plus simple appareil. Donc, les films nudistes. Officiellement, ce sont des films documentaires visant à mettre en avant un mode de vie sain. Dans la réalité, ce sont des films avec très peu de scénarios qui permettent en quelque sorte de se rincer l'œil. Pour celles qui voudraient rester dans le coin pour devenir des stars d'Hollywood, rien de plus simple. 2 choses à faire. La première, être jolie, et selon les critères locaux, taille de jupe, seins, fesses qui feront se retourner un homme et le QI d'une huître. Les hommes à cette époque ne s'intéressent pas vraiment aux femmes intelligentes. Pour la seconde, c'est aussi très simple. Penchez-vous en avant sur le bureau ou agenouillez-vous en dessous. Si vous suivez ces 2 indications, les producteurs se battront pour vous avoir dans leur film. Oubliez le hashtag MeToo, Internet n'existe pas encore. Et si vous êtes noir, asiatique, maghrébin ou de toute autre couleur que blanc, c'est même pas la peine de rêver. Regardez donc les films à l'affiche. À l'Est d'Éden avec James Dean, super film, que des blancs. Le Contrebandier de Moonfleet avec Stewart Granger, que des blancs. Les Diaboliques du Rififi chez les hommes, encore des blancs. Essayez de vous rappeler un film des années John Wayne ou Cary Grant avec des acteurs non blancs. Difficile, c'est normal. À l'âge d'or du cinéma, il est rare de voir des acteurs de couleur dans un film et pas tellement de voir des interprétations d'acteurs blancs frôlant le racisme quand elles n'y plongent pas directement. De la blackface jusque dans les années 60, des accents racistes et ce n'est pas tout. Chaque fois qu'un personnage de couleur est présent dans un film, c'est un sauvage, un esclave, un serviteur, un méchant ou bien une femme objet. Prenons en exemple les premiers volets de la saga James Bond, les films Tarzan, les westerns ou encore les films de guerre pour ne citer que. C'est bon, j'en ai marre des Américains. Rentrons en France pour une pratique artistique dans laquelle cette dernière est sans conteste la meilleure, le doublage. Point info, celui-ci existe depuis 1930 sous différentes formes. Il faut savoir qu'au temps de Laurel et Hardy, les scènes de films étaient tournées plusieurs fois, chaque fois dans une langue différente, apprise en phonétique. Il était aussi très utile pour les réalisateurs qui tournaient avec des caméras sans prise de son comme le film à bout de souffle et beaucoup d'autres de la même époque. Mais revenons à nos moutons. Si vous allez voir un film en salle puis un autre ensuite, vous constaterez que le doublage est de qualité changeante selon les films. Parfois la synchronisation labiale est très bonne et parfois très décalée. Les noms et prénoms sont presque toujours francisés. Imaginez regarder le film Les Mines du roi Salomon, adaptation des aventures littéraires d'Alan Quatermain. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'était lui le GOAT des aventuriers avant Indiana Jones.
Donc le film commence, de super paysages, des porteurs noirs traités comme des esclaves, la bonne, entre guillemets, ambiance de l'époque, quand soudain l'héroïne appelle le héros Alain Canterman. Vous changez de salle pour aller voir le classique immanquable des fêtes de fin d'année aux États-Unis, La vie est belle de Frank Capra. Vous le regardez en français. Rien de choc jusqu'à ce que vous regardiez la version originale. Là, vous vous rendez compte que Madeleine s'appelle en réalité Mary Hatch. On comprend pourquoi le doublage était une facette du métier de comédien dénigré par la profession. Si nous faisions un tour dans les studios d'enregistrement, il serait bien possible de rencontrer Louis de Funès. Oui, nous sommes dans les années boomer et de Funès fait du doublage. Titanic, Le Grand Passage, Toto, Tarzan, ses performances sont nombreuses et pas toujours importantes. Pourtant, il n'en a jamais parlé, sinon de façon rapide et furtive. Si nous parlons de Funès, nous ne pouvons pas ne pas parler d'humour. Autre point où l'écart intergénérationnel se fait sentir. Prenons la machine à explorer le temps et allons dans les années 30, au début de la comédie au cinéma. Entrons dans le cinéma. Alors, ce qu'on a comme film humoristique, ce sont rarement des films qui dépassent 40 minutes, et souvent de Buster Keaton, Laurel et Hardy ou Charlie Chaplin. Leur humour est sa forme la plus simple, le burlesque. Chute, gamelle et coup sur la tête. Retournons maintenant au temps des boomers. Le burlesque est dépassé, has-been. Maintenant, ce sont des films avec de l'humour verbal et des situations plus élaborées, comme par exemple « Chérie, je me sens rajeunir » avec Cary Grant et Marilyn Monroe. Bon, c'est vrai, il reste un peu de burlesque, comme dans le film Le Jour de fête de Jacques Tati avec Guy Decomble et Paul Francoeur. Que ce soit une comédie, un western ou un film de guerre que vous vouliez voir, oui, ce sont principalement les genres de films que les boomers vont voir et en particulier les westerns. Vous êtes tenté d'aller regarder sur votre smartphone les films à l'affiche, les critiques Allociné ou encore des bandes annonces sur YouTube. Ici, il n'y a pas de smartphone. Si vous voulez vous informer sur une œuvre, vous devez aller voir les affiches en ville et les seules bandes annonces sont celles qui passent juste avant un film. Et la génération des baby-boomers est celle où ces dernières ont pris une place plus importante. Les films de plus en plus nombreux au cinéma ont forcé les producteurs à en produire en plus grand nombre. Plus les années passent, plus les affiches sont travaillées pour attirer le public. Plus de couleurs, plus de détails dans les représentations des acteurs. Exemple, America de D.W. Griffith. Et si vous comptiez pouvoir profiter d'un film chez vous, pareil, impossible. À cette époque, les films ne sont diffusés qu'au cinéma. Ne vous y trompez pas. Dans les années 50, on peut voir apparaître des postes de télévision dans les foyers, mais à cette époque, ils ne diffusent que les infos, des émissions de variété et des séries télévisées. Les films, c'est donc seulement au cinéma et pour un prix qui fait de cette sortie en famille un moment rare, l'anniversaire d'un enfant ou encore un rendez-vous amoureux. Allez, retournons dans les couloirs du temps et faisons un bond de 20 ans en avant à la rencontre de la Gen X. Une télé en couleur dans le salon qui diffuse des films en noir et blanc, une playlist sur disque vinyle et l'arrivée du cinéma à la maison. Plus besoin de se déplacer. Les plus grands films passent à la télévision et si ce n'est pas assez, Monsieur Tout-le-Monde peut également acheter le film de son choix sur différents supports. VHS, Betamax ou V2000 que l'on peut retrouver dans n'importe quel bon vidéoclub. Ces nouveaux supports marquent le début du direct-to-vidéo qui consiste à produire des films exclusivement destinés à une sortie en VHS, donnant lieu à une vague de films qui se ressemblent avec des acteurs qui sortent plusieurs films par mois, rarement des très bons d'ailleurs. Nommons Canon Incorporation pour illustrer ce propos. Une production américaine qui est une des spécialités du genre avec des stars comme Michael Dudikoff, Charles Bronson ou Chuck Norris, a une devise qui est de faire un film avec le 10e du budget qu'il devrait coûter. C'est la raison pour laquelle Superman 4 par exemple sera aussi mauvais. Par chance, ils ont eu quelques succès de l'époque comme American Ninja, Invasion USA ou encore Justicier dans la ville 3. Mais allons voir ce qu'il y a de beau au cinéma à ce moment-là. Du cinéma classique, oui, parce que depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, la censure se relâche et le porno fait une arrivée remarquée. Mais les années 70 au cinéma, c'est aussi la période où nous y voyons du harcèlement sexuel qui semble normal pour tout le monde. Mains aux fesses, insultes et remarques sexistes, le quotidien d'une époque où la notion de consentement ne semble pas encore avoir été inventée. Nous y voyons du nu intégral, de femmes bien sûr, et partout. On peut voir des femmes nues dans un film dramatique, un film de guerre, un film d'horreur et même dans des comédies.
Dans Les Valseuses par exemple, qui pour les millennials serait davantage proche d'un film érotique qu'humoristique, ou encore dans On aura tout vu avec Pierre Richard, la star des films français à voir en famille, un film satirique sur le cinéma pornographique avec beaucoup d'humilité. Notons la présence de Miu Miu dans les deux films, une habituée du nu. Les acteurs non blancs passent enfin dans les salles dans des films comme Shaft ou Opération Dragon, des films de genre créés par leur propre communauté tels que la Blaxploitation ou les films d'arts martiaux qui sont en plus de ça diffusés dans des salles spéciales et à part. En dehors de ces films, on les voit jouer des dealers ou des criminels dans l'Inspecteur Harry ou bien des violeurs dans Le Justicier dans la ville. Bref, que des rôles valorisants, quoi. Mais retournons du côté des studios d'enregistrement de doublage français. Pas vraiment d'amélioration, surtout au niveau des noms francisés. Regardons La Guerre des Étoiles, premier nom français de Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Un super film, rien à redire. Enfin, en VO. En France, vous êtes dans la salle à regarder un film dans lequel un robot qui s'appelle Z6PO et un alien poilu du nom de Chic Tabac voyagent dans le vaisseau spatial de Yann Solo, le Millennium Condor. Heureusement que l'affiche est belle, ce sera toujours une meilleure publicité que des bandes annonces avec une VF pareille, mais bon. Si nous restons en France, nous avons un événement particulier qui marque un changement du côté de l'humour. Mai 68. C'est aussi le retour de la satire dans la lignée de Chaplin ou des Marx Brothers pour dénoncer les travers de la société. Comme le film Je ne sais rien mais je dirai tout. Les années 80 sont marquées par le cynisme et l'humour acide, même noir. Le Père Noël est une ordure, l'inspecteur la bavure, les ripoux. Par contre, si nous allons aux États-Unis, c'est la naissance de la comédie pour adolescents comme Porky's, Fast Times at Ridgemont High ou Les Tronches, The Nerds, ainsi que les débuts de la parodie avec les films de Mel Brooks comme Sacré Robin des Bois ou des films comme les Naked Gun, entre autres. L'humour apparaît également dans des films d'autres genres que la comédie, comme la science-fiction ou le fantastique avec Retour vers le futur, l'aventure intérieure, etc. La Gen X, c'est celle où les affiches deviennent de véritables œuvres d'art, à l'image du travail de Drew Struzan, qui a signé celle d'Indiana Jones, Star Wars ou Retour vers le futur, citées précédemment. Et si elles représentent un gros morceau du budget marketing, les affiches ne consomment pas tout. Les producteurs attirent le public en salle à l'aide d'artistes célèbres qui signent des bandes annonces comme Michel Polnareff avec les musiques de La Folie des Grandeurs ou de La Vengeance du Serpent à Plumes, mais aussi avec l'intervention de chanteurs pour les chansons à thème qui auront aussi le droit à des clips vidéo. Par exemple, Cyndi Lauper avec les Goonies, Elle DeBarge avec Short Circuit, Madonna pour Who's That Girl ou encore SOS Fantôme, Retour vers le futur et Princess Bride. Allez, hop, direction 20 ans plus tard, dans l'ère des millennials. Des télévisions plus grosses, davantage de films, le Club Dorothée, ce que c'était bien. Les VHS sont toujours là, mais plus pour longtemps, avec l'arrivée des laserdiscs, un DVD de la taille d'un 33 tours, 2 faces, et en général, il faut bien ça pour un film qui dépasse 1h30. Leur oubli rapide est avant tout dû à l'arrivée des DVD peu de temps après. Ces derniers développent encore davantage le système de direct-to-vidéo. Qui se souvient de Steven Seagal et de ses films qui sortaient tous les 6 mois avec des scénarios si proches que l'on avait l'impression de revoir le même film en boucle. De leur côté, les films qui font l'unanimité au cinéma sont quasiment tous adaptés à la télévision. Robocop, The Mask, Police Academy ou Ace Ventura, tout y passe. Et quand ce n'est pas le cas, ils sont transformés en de nombreux produits dérivés pour toute la famille. Comics, figurines, poupées, mugs, vêtements et autres produits plus ou moins insolites d'ailleurs. Cette vague de programmes et de produits dérivés donne lieu à une augmentation du fanatisme envers le cinéma, débouchant sur les premiers Comic-Con ou conventions de Trekkies. Mais tout ça se trouve autour des salles de cinéma. Qu'est-ce qui se passe de beau sur nos écrans ? Doctor Who connaît sa première adaptation canon avec Le Seigneur des Temps en 1996. Les acteurs incarnent enfin des personnages forts, manipulateurs ou simplement méchants. Sharon Stone dévoile tout avec son personnage d'une beauté fatale dans Basic Instinct. Leslie Easterbrook incarne le sergent Callahan, une femme forte et indépendante dans Police Academy. Des acteurs issus de minorités comme Denzel Washington, Jackie Chan ou Eddie Murphy font leur début dans des films populaires, de grosses productions de genres différents dans lesquels ils ont souvent les premiers rôles. L'humour se diversifie dès le début des années 90, notamment avec de nouveaux thèmes comme la paternité, le handicap, la politique ou encore la police, tout en s'impliquant dans de nombreux genres, se faisant même une place dans les films d'action comme 48 heures ou Pulp Fiction.
Du côté des États-Unis, nous pouvons découvrir en salle un grand nombre de remakes de comédies françaises qui sont appréciés partout dans le monde. 3 hommes et un couffin, Les Fugitifs, Les Compères, Le Père Noël est une ordure, Les Visiteurs, qui est loin d'être la meilleure adaptation d'ailleurs. Même Sammo Hung, le compère de Jackie Chan, produit et joue dans Daddy, Father, Papa, une version hongkongaise des Compères. Jusque-là, nous voyons presque que les bons côtés de cette époque. L'arrivée d'une James Bond girl de couleur dans des films avec davantage d'action et de cascades, les premiers films live-action de Disney avec les 101 Dalmatiens, la sortie du meilleur Indiana Jones. Mais ce n'est pas tout. Si on regarde la devanture des cinémas, on peut tout de suite voir que les producteurs ont divisé plus encore leur budget marketing pour atteindre de nouveaux publics avec la radio, la télévision, Internet pour lesquels ils doivent produire des publicités adaptées. On pourrait se dire que c'est bien, mais l'effet premier fut la baisse du budget pour les affiches. Ce ne sont plus des œuvres d'art avec un vrai savoir-faire derrière, mais des montages photos. Les producteurs se concentrent tous sur les images qui attirent comme un gros plan sur la vedette, sur un œil, le dos à dos des 2 protagonistes ou la posture héroïque. Dès qu'un petit truc sort de la norme, il est aussitôt copié par d'autres. En plus de ces photos qui se ressemblent toutes, c'est le début des couleurs de fond standard selon les genres. Blanc pour la comédie, noir pour le thriller ou l'horreur, etc. Ces systèmes de production ont tendance à créer des ressemblances entre les affiches. Il suffit de regarder pour s'en rendre compte. Dinosaures de Disney, Godzilla de 1994 et The High, des films différents, des studios différents et des affiches presque identiques. Pour le deuxième point faible, revenons en France. Le doublage a fait un gros pas en avant pour la synchronisation labiale qui devient parfaite. Les noms et prénoms ne sont plus francisés, mais... Oui, il y a un gros mais. La censure frappe un gros coup. Oh ! Transformant de nombreux dialogues grossiers ou destinés à un public adulte pour les rendre accessibles à un public justement plus large. Ce qui nous amène à la génération suivante, la Gen Z. Une génération pour laquelle pas mal de choses ont changé et où de nouveaux éléments pas toujours nécessaires ont fait leur arrivée. Les séries populaires des générations précédentes sont adaptées au cinéma, un très bon moyen de gagner de l'argent facilement, de prime abord. Oui, enfin, c'est ce que les producteurs ont cru. Shérif Fais-moi peur, Ma sorcière bien-aimée, Starsky et Hutch, Espion et demi, et toutes ces autres adaptations qui n'ont pas eu autant de succès qu'espéré. Il y en a eu qui ont bien marché, comme Les Drôles de dames qui mettaient en avant des femmes fortes, de milieux et d'origines différentes. Ou Shaft, blockbuster qui remettait les personnages au goût du jour. C'est aussi les grands débuts des remakes et reboots en masse avec Halloween 20 ans après, Star Trek de J.J. Abrams, Massacre à la tronçonneuse, Robocop ou encore La Coccinelle ainsi que des adaptations live-action, ce mouvement étant incarné par Dragon Ball Evolution, Scooby-Doo, Inspecteur Gadget, entre autres. Tout le monde sentait bien que l'imagination commençait à se faire rare, tout comme l'originalité d'ailleurs. Les jouets et autres produits dérivés sortis lors de la génération précédente sont désormais des objets de collection pour tous les fans. Les objets du quotidien ou de simples jeux d'enfants deviennent des objets de collection de valeur dans le monde entier. Les cartes de TCG, les figurines, les comics, les cartes postales, les timbres, les livres, les affiches, les photos, tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec certains films, séries ou programmes sont devenus précieux. Quant au support, le DVD est toujours populaire mais doit assez rapidement laisser une part de marché au Blu-ray et au HD DVD qui ne restera lui pas longtemps. C'est malheureusement la fin de la majorité des vidéoclubs ou des vendeurs de VHS et de DVDs indépendants. Les femmes, elles, sont plus nombreuses au cinéma et mises en avant de différentes façons. À travers des biopics sur des femmes importantes ou populaires telles que Erin Brockovich ou Frida Kahlo, mais aussi en leur faisant incarner des héroïnes plus fortes que jamais telles que Lara Croft, qu'on ne présente plus, ou encore le rôle principal de la franchise Resident Evil. Les personnages féminins sont toujours très sexualisés, mais de moins en moins mis à nu. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, celui-ci a pris un grand coup dans les dents, et tant mieux d'ailleurs. Les mains aux fesses et autres gestes sexistes donnant inexorablement lieu à des gifles ou encore pire en guise de retour. On peut observer le même changement pour les acteurs issus de minorités. Ils apparaissent plus souvent dans des rôles moins dénigrants qu'avant, avec des budgets plus importants. C'est aussi l'apparition de films à gros budget sur des célébrités ou des cultures étrangères, avec par exemple Hôtel Rwanda, Le Dernier Empereur ou encore Le Dernier Roi d'Écosse.
L'humour de son côté évolue vers quelque chose de plus centré sur les adolescents avec des teen movies comme American Pie, Van Wilder, Girl Next Door, tous centrés sur la sexualité avec le moins de scènes de nu ou de sexe possible, souvent très loin de l'érotisme pour qu'un plus large public puisse les visionner. La parodie est toujours présente avec les scary movies des frères Wayans par exemple. Nous avons aussi de l'absurde avec un peu de comédie de situation. Les frères Farrelly l'incarnent, ainsi que de l'humour bien plus trash avec l'adaptation cinéma de l'émission Jackass. Un éventail qui a fait de la comédie un genre populaire pour cette génération. Faisons un tour en France à cette période pour la pire chose jamais inventée. Le premier fléau du doublage, le Star System. Cette incroyable idée visant à mettre des personnalités que le public adore devant les barres de doublage. Bah oui, après tout, pourquoi ne pas remplacer des comédiens dont c'est le travail par des personnes qui n'y connaissent rien ? Il arrive que nous ayons de bonnes surprises comme Alain Chabat en Shrek, même si j'aurais aimé voir la version avec la voix d'Emmanuel Curtil, Franck Dubosc en marin dans Nemo et quelques autres. Mais il faut se dire que c'est ce qui a également amené Nagui à doubler Tim Allen dans Super Noël, Gérard Depardieu à faire la VF de Mel Gibson dans Chicken Run, ce dernier prêtant également sa voix à John Travolta dans Blowout. Clovis Cornillac a prêté la sienne à Bruce Willis dans Nos voisins les hommes, Daniel Auteuil la sienne également à Bruce Willis dans Allô maman ici bébé. Pascal Légitimus, lui, l'a confié à Marc Dacascos, Ivan Attal doublant Tom Cruise dans Mission Impossible 2 également, et ce n'était que le début de ce phénomène. Débutons la fin de notre voyage avec un dernier bond dans le futur, ou plutôt vers aujourd'hui. Cette époque où la technologie a du bon et du mauvais, surtout dans les domaines artistiques. Cette ère trop woke pour certains, pas assez pour d'autres, dans laquelle les maladies mentales et la sexualité ont une place des plus importantes. Que nous a donc apporté cette évolution au cinéma en dehors d'une augmentation du star system devenu quasi automatique ? Un star system où ce sont parfois des célébrités qui ne connaissent rien à la comédie qui se lancent dans le doublage. Je ne pourrai jamais oublier Griezmann en Superman dans Lego Batman ou encore Mela Bédia en Blanche-Neige dans Blanche-Neige, les souliers rouges et les 7 nains qui est tout simplement ignoble. Plus de DVD ou de Blu-ray. Maintenant, tous nos films préférés tiennent sur un disque dur, les vidéoclubs sur une page internet. Les films et séries se trouvent désormais en VOD sur des plateformes comme Netflix, Canal+, ou Disney+. De plus, la sortie au cinéma, que ce soit entre amis ou en couple, est devenue moins attrayante. Peut-être à cause du prix, peut-être parce qu'on peut profiter d'un film chez soi pour beaucoup moins cher, ou peut-être que le public n'y retrouve plus le charme d'antan. Les geeks sont devenus une majorité, rendant les événements comme les conventions plus populaires et plus nombreux autour du monde. La construction des canons a elle aussi évolué. Pour la première fois, des séries télévisées prennent place dans les univers cinématographiques, alors qu'auparavant, même si une série était dérivée d'un film, il était très rare qu'elle soit canon, sauf pour Star Trek. Aujourd'hui, c'est systématique comme Star Wars, le Monsterverse, Seigneur des Anneaux, le MCU, le DCU, Willow, Alien et beaucoup d'autres univers de fiction. La femme n'est plus automatiquement sexualisée. Elle peut incarner des pilotes d'avion, des militaires, des pompiers, des policières et énormément d'autres rôles qui auparavant étaient souvent destinés aux hommes. Elle n'est plus seulement la mère, la femme ou la maîtresse. Elle est indépendante, forte et même personnage principal. On peut voir des femmes de tout milieu, de toutes formes et de toutes origines. De tout âge, pas encore. Il est toujours assez rare de voir des actrices dépassant la quarantaine sur un écran. Notons aussi la mise en avant de nombreuses identités sexuelles et de genre à ses côtés. Citons la série Doctor Who, qui est bien ancrée dans le phénomène d'intégration avec un docteur féminin, un docteur noir, LGBTQ+, ou encore des personnages secondaires trans. Et c'est la même chose pour les acteurs issus de minorités qui apparaissent tout autant que les acteurs blancs au cinéma dans des rôles principaux. Par exemple, John Boyega dans Star Wars, Jenna Ortega et Melissa Barrera dans Scream. En ce qui concerne l'humour, de nos jours, on ne peut plus vraiment rire de tout car tout peut être mal pris par une communauté ou une autre. Et ça transparaît au cinéma. Si quelques réalisateurs comme Philippe Lachaud donnent encore dans le burlesque, les dialogues comiques et la sexualité, le reste est surtout dans le comique de situation, pas toujours très drôle. La majorité des comédies actuelles sont des comédies enfantines avec des gags destinés à un jeune public ou encore des comédies destinées aux adultes avec un humour moins accessible. Les adolescents et fans de comédies un peu plus trash doivent alors se tourner vers l'horreur ou les films d'action qui font maintenant dans l'humour. Exemple, Deadpool entre autres, et les quelques comédies qui restent dans ce genre d'humour, par exemple Nos pires amis.
Le budget marketing a juste été grandement réduit. Les chansons ou les musiques interprétées par des artistes populaires deviennent rares, Lady Gaga pour Top Gun. Les affiches sont toujours aussi simples qu'on puisse se le permettre, bien que l'on puisse voir un retour limité des affiches artistiques, surtout du côté des films indépendants. Exemple, Laissez bronzer les cadavres, Love and Mercy, Enter Boyd. Notons que ces affiches dont la taille a rétréci avec le temps entrent dans une ère pendant laquelle elle est majoritairement dématérialisée, signifiant sans doute une disparition du format papier dans quelques années. C'est bien simple, dans cette génération, le cinéma est davantage un moyen de gagner de l'argent plutôt qu'une pratique réellement artistique. Les films sont de moins en moins originaux, reboots, suites et autres franchises sont encore plus communs que pour la génération précédente. Parfois, de nouveaux univers comme le Monsterverse, bien qu'adaptés de films plus anciens, mais aussi des continuités d'univers plus anciens comme Star Wars, Fast and Furious, Resident Evil, Indiana Jones, Predator. Autant d'univers que les productions ne cesseront d'user que lorsque le filon sera totalement épuisé. L'envie de sortir plus de films trop vite crée souvent des échecs par manque de travail sur les effets spéciaux ou les scénarios, MCU ou FNF, devenant de plus en plus pauvres. Le cinéma a évolué tout au long des générations, aussi bien dans leur production que dans leur consommation. Les mœurs et goûts de chaque époque qui eux-mêmes évoluent au fil des années ont une incidence sur le 7e art et vice-versa, nourrissant l'écart générationnel. Les films n'ont pas toujours pour but de divertir, ils transmettent aussi des messages, des opinions, ou sont faits pour manipuler les masses, comme au temps de la propagande ou encore aujourd'hui en faisant des films biographiques améliorant ou dénigrant l'image d'un artiste, en occultant certains passages de sa vie ou au contraire en mettant d'autres en avant. Au temps des baby-boomers, en période d'après-guerre, ce sont les films de guerre et les westerns les genres les plus populaires. Des films mettant en avant la gloire et la force des États-Unis. Pour la génération suivante, ce sont les drames, des films qui mettent souvent en avant des problèmes de société ou des histoires d'amour tragiques. Rien d'étonnant avec les événements de mai 68. Pour les millennials, ce sont les films d'horreur, assez étranges pour une période où se déroulent de nombreux faits divers très violents. La Gen Z se tourne vers la comédie et l'animation grâce à des films marquants comme Anastasia, Le Géant de Fer ou Toy Story, qui marquent le début d'une animation en évolution avec de la 3D et des scénarios qui ne sont plus seulement destinés aux enfants. De nos jours, le public s'est tourné un temps vers les films de super-héros, un autre sur les films biographiques, romantiques, jamais très longtemps. Le cinéma ayant perdu de son attrait pour la majorité du public, les films ayant perdu de leur charme, il n'est pas étonnant que le public continue de se chercher au milieu de tout ça.